Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous être inscrits aussi nombreux encore pour cette nouvelle session et ce nouveau webinaire en partenariat AFPPE General Electric. Donc nous sommes ce soir accompagnés de Jean-Michel Lebé et d'Alexandre Dio. Donc bonsoir messieurs. Pour une thématique ce soir de l'échographie de l'appareil urinaire et un nouveau schéma pour ce webinaire avec une partie un peu plus orientée sur l'écho-anatomie et une deuxième partie qui sera liée cette fois-ci au Doppler. Donc comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en bas dans la chatbox et les garçons y répondront en fin de session pour vous. On prendra quelques minutes pour cela. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Bonjour à tous, je me présente, Dio Alexandre, manipulateur d'échographie depuis 2019. Donc aujourd'hui, on va vous effectuer une présentation qui va s'effectuer en deux parties. La première partie sera effectuée par moi. Je vais vous présenter l'échographie réno-vésico-prostatique avec la morphologie, de l'écho-anatomie et les mesures à effectuer. Et en seconde partie, je laisserai la place à Jean-Michel. Bonjour, Jean-Michel Lebé. Je fais de l'échographie depuis 2016 et je vais vous parler du Doppler des artères rénales. Voilà, donc on va commencer par l'étude du rein droit. Donc il faut toujours être systématique. Moi je commence toujours par le rein droit. Rein droit, aorte, rein gauche et je fais la région vésico-prostatique. Donc on sait que le rein possède une triple ubiquité. Donc d'emblée on sait que le rein va être situé en bas, en avant et en dehors comme ceci. Donc on va poser sa sonde en région antérieure pour le rein droit afin de visualiser le grand axe. Donc là, on va voir son grand axe comme ceci. Il faut essayer de jouer avec l'angle de votre sonde, voilà, et également l'apnée du patient. Donc on va faire une apnée, vas-y gonfle fort, un petit peu bloqué, et on va tourner sa sonde. Hop, comme ceci, on frise son image, et on va faire la mesure du pôle supérieur au pôle inférieur. La valeur doit être effectuée entre 10 et 12. Donc là, la valeur n'est pas bonne. Donc on va se remettre comme ceci, voilà, hop, et on frise son image. Pôle sup, pôle inférieur, voilà, on a 10,5, c'est parfait. Donc, on fait sa valeur, et là je vais vous friser l'image pour faire de l'écho-anatomie. Hop, on va zoomer notre image. Donc, ici, la région centrale va être le sinus, qui est hyper échogène, ici. Ensuite, il va y avoir la couronne du parenchyme, avec en superficiel, ici, le cortex, juste là. Et ce qui va être hypoéchogène ici, ça va être la médulaire. Entre la médulaire ici, se nomment les pyramides de Malpighi. Et entre deux pyramides de Malpighi va avoir le cortex, ici, les colonnes de Bertin. Donc je défrise l'image, je dézoome un peu, hop, hop, voilà. Médulaire, hypoéchogène, cortex et parenchyme, et sinus, pardon, hyperéchogène. Voilà. Donc quand on regarde son rein droit, on va regarder qu'il est bien homogène, que les contours sont bien réguliers et qu'il y a une bonne différence parenchymato-sinusale ou cortico-médulaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini l'écho-anatomie, on va passer. Je vais mettre du Doppler sur notre rein. Voilà, afin de regarder la vascularisation. Donc la vascularisation est bonne, comme ceci. Et lors de l'indication de recherche de calcul néphrétique, de colique néphrétique, on va rechercher les calculs. Donc on augmente ses PRF et ses vitesses afin de voir si on va trouver un artefact de scintillement. Donc l'artefact de scintillement, c'est un artefact qui va avoir lieu en regard d'une calcification ou d'un calcul, du coup. Et vous verrez une image juste en regard du calcul, un artefact comme ceci. Donc une fois qu'on a fini le Doppler, on regarde. Hop, on adapte toujours. Voilà. On va regarder ici l'espace virtuel de Morrison afin de rechercher un épanchement
périrénal. Pour le côté droit, on a terminé. Non, j'ai oublié de vous dire, là tout à l'heure, là, donc il faut essayer de dégager le pôle supérieur et le pôle inférieur. Donc le pôle supérieur, tout à l'heure, on l'a bien vu. Le pôle inférieur, des fois, il est difficilement, on a du mal à le dégager par voie antérieure. Donc on va mettre son patient légèrement sur le côté. Voilà, et on va passer soit la région latérale ou plutôt postérieure. Donc voilà. Hop, on réadapte sa sonde et voilà. Là, on visualise bien le pôle inférieur de votre rein. Avec, là, une bonne étude de l'écho-anatomie. Médulaire, cortex, sinus. Voilà. On a fini pour le côté droit. On peut se remettre sur le dos. Et on va passer en axial afin de visualiser son aorte. Donc l'aorte qu'on arrive à suivre juste ici, jusqu'à la bifurcation iliaque. Donc là, on est gêné par les gaz. On va se mettre en sagittal, comme ceci. On frise son image et on fait une mesure. Hop, on zoome un peu, on fait une mesure. Hop, ici. Voilà. Donc la mesure n'a pas dépassé, c'est 25 mm. Donc toujours regarder l'aorte lors d'une étude rénale. On va passer sur le rein gauche, on remet du gel. Il ne faut pas avoir peur de mettre du gel. Hop. Donc le rein gauche, contrairement au rein droit, je me mets d'emblée plutôt en latéral. Donc comme ceci dans l'axe du rein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on va tomber sur son rein gauche. Hop, juste là. Hop. Et on va essayer de trouver son grand axe. Vous voyez, donc là, j'étais comme ceci. Là, on n'est pas dans le grand axe, donc il faut jouer sur l'angulation de votre sonde. Donc là, je bec un petit peu la sonde comme ceci. On remet l'image au centre et on essaie de dégager au maximum son rein avec le pôle supérieur ici, le pôle inférieur ici, et on est à 112 mm. C'est parfait. Donc, votre grand axe avec sinus et le parenchyme rénal, très bien. Et on va tourner sa sonde à 90 degrés afin d'avoir la coupe transverse de votre rein. Voilà. Avec ici votre coupe transverse et l'épaisseur du rein. Donc lors d'une échographie à la recherche d'une dilatation, il va falloir mesurer votre diamètre transverse de votre pied long comme ceci. Donc là, si jamais vous avez un doute, vous n'arrivez pas à voir votre pied long, on met un petit coup de Doppler afin de ne pas confondre artère, veine et urtère. Voilà. Donc c'est comme ceci qu'on doit chercher une dilatation. Une fois que j'ai fini mon côté gauche, on va passer sur la vessie. Donc une bonne étude vésicale se fait vessie pleine. Donc d'emblée, on n'appuie pas forcément très fort sur sa sonde et on se met en axial, comme ceci, et on va tomber sur la vessie. Donc on n'appuie pas fort, sinon le patient ne va pas forcément être très content. Donc là, on balaye notre vessie, de haut en bas. On analyse sa vessie avec la paroi, qui doit être régulière, le contenu qui doit être homogène. Hop, tenez, j'ai frisé mon image. Et là, vous avez vu juste ici, là, le jet urinaire. D'accord? Hop, voilà, en direct. Parfait. Donc ici, donc là, je vais zoomer. Juste là, on a nos méas urétéro intravésical, droit et gauche. Donc c'est à cet endroit-là qu'on peut essayer de chercher les jets urinaires. Donc là, juste avant, on en avait vu un. On peut mettre le Doppler couleur en baissant nos vitesses. Et il faut être patient. Si jamais vous ne le voyez pas, il faut essayer de stimuler la vessie en appuyant un petit peu comme ceci. Donc là, le jet urinaire, c'est important de les voir lorsqu'on recherche un obstacle pour savoir si... Voilà, et bien parfait. Jet urinaire gauche. Donc on fait la même chose pour le droit. Donc des fois, il faut vraiment être patient. Là, on le voit vraiment très très bien. Voilà, parfait. Avec ici
votre artère qui était juste là. Donc là, ensuite, on va faire un volume de vessie. Hop. Donc, on se met en axial, on cherche le plus grand axe en mesure transverse. On tourne sa sonde à 90 degrés en sagittal. Et il faut becquer légèrement vers l'arrière afin de bien dégager complètement sa vessie. On fait une mesure en volume. On mesure le diamètre transverse. Oh, pardon. Tac. Excusez-moi. Les aléas du direct. Et on tombe sur un volume de 370 millilitres. Donc voilà pour le volume. Ensuite, en sagittal, on peut regarder en appuyant fortement afin de regarder la paroi et de mesurer le détrusor juste ici. Hop. Donc il doit être inférieur à 4 mm. Donc là chez ce patient c'est très bien, 2,6 mm. Une fois qu'on a fini notre vessie, on va regarder notre prostate. Donc on va adapter, on va mettre l'image au centre. Et juste ici, on va tomber sur notre prostate. Donc on balaye. On va faire un volume. Donc on cherche la valeur transverse maximale. On passe en sagittal, en becquant la sonde comme tout à l'heure, comme ceci, et on va jouer sur l'inclinaison. Voilà. Hop, comme ceci. On va faire une mesure en transverse. Hop. Comme ceci. Donc là on a 15 cm3. Donc lors d'une étude de la prostate, il faut bien parler qu'on est par voie suspibienne et qu'on fait une estimation du volume prostatique. Donc ça peut être forcément erroné parfois. Même opérateur, même moi si je vous la refais là dans 2 minutes, ça se trouve je ne trouverai pas les mêmes valeurs. Donc il faut bien expliquer que c'est bien une estimation. Donc ensuite, lors de l'étude de la prostate, on va regarder s'il y a des calcifications en son sein. Et chez ce patient, on voit bien qu'il y a une calcification paramédiane gauche, juste là. Et on va pouvoir mettre le Doppler. On va zoomer l'image. On la met au milieu. Hop. Tac. Hop. Et on va mettre le Doppler couleur afin de vous montrer l'artefact de scintillement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vous voyez, on regarde une calcification, juste ici, on obtient cet artefact qui est un artefact de scintillement. Voilà, comme ça au moins, ça vous explique bien ce que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini la prostate, on peut dire qu'on a effectué une échographie réno-vésico-prostatique. Et je vais laisser la place à Jean-Michel qui va vous parler de l'échographie des artères rénales. Merci. Alors, je vais compléter avec le Doppler des artères rénales. Donc, tout à l'heure, Alex nous a parlé du rein vessie prostate. Et vous pouvez voir sur cette image également les vésicules séminales. Vous voyez. Bien entendu, il faudra réaliser un résidu post-mictionnel sur certaines indications d'examen. Alors, on va commencer par l'anatomie des artères rénales. Donc, on remet du gel. Le gel, c'est important. Si vous n'avez pas de gel, vous n'avez pas d'image. C'est parti. Donc, on va repérer notre aorte, vous voyez. Et à cet endroit-là, en épigastrique, vous allez avoir la naissance de l'artère mésentérique supérieure et du tronc cœliaque. Et cette naissance va vous permettre de repérer la naissance de vos artères rénales. Donc je vais tourner à 90 degrés et on va voir notre artère rénale droite, ici, vous voyez. Donc là-dessus, je peux mettre de la couleur. On adapte une PRF par rapport à notre artère rénale.
Pourquoi le flux est bleu? C'est simple, vous allez avoir le flux artériel qui va partir en profondeur en direction du rein, il va fuir la sonde, donc c'est pour cette raison qu'on va avoir un flux bleu. Donc ensuite, on peut réaliser un Doppler pulsé de notre artère rénale. Alors, attendez que je reprenne une bonne image. Alors là, on a la veine. Alors, je vous montre tout de même parce que c'est intéressant. Nous avons ici un pic artériel et ici, on a la veine. Donc, je pense qu'il a dû y avoir ça a dû un tout petit peu bouger. Donc, c'est pas grave. On reprend notre coupe. On essaie de reprendre une belle image et refaire une artère. Alors, je vous montre tout de même qu'on peut becquer notre sonde, ce qui permet de verticaliser notre artère et d'éviter d'utiliser une correction d'angle trop importante. Vous voyez, ça verticalise. Et là-dessus, on a le simultané. Voilà. Vous voyez, ici, on a bien notre artère rénale. Donc, ce qui est important de regarder, c'est une fenêtre sombre sous-systolique. La deuxième chose, ça va être la vitesse systolique maximale, qui est à 1,10 m par seconde. Donc, c'est très bien. Ça doit vous alerter si on dépasse les 1,50 m par seconde. La troisième chose qui est importante, c'est de regarder ce qu'on appelle le pic systolique précoce. Donc le pic systolique précoce, c'est une petite encoche qu'on va avoir là. Alors, c'est pas toujours facile de la voir. Je vais essayer de forcer un petit peu le Doppler. Donc bon, voilà, elle est ici. Ça témoigne tout de même qu'une artère n'a pas de pathologie. Donc le pic systolique précoce, la vitesse normale et l'index de résistance. Comment on fait un index de résistance? Ça va être le haut de la systole par rapport au bas de la diastole. Vous voyez, ici. Ici. Et là, vous avez l'index de résistance qui est à 0,63, donc on est dans les normes. Et on peut réaliser un temps de montée systolique. Donc ça va être entre le bas de la systole et le pic systolique précoce. Donc entre ici et notre pic systolique précoce. On est à 40 millisecondes, on doit être inférieur à 70 millisecondes. Bien entendu, ces mesures qu'on a réalisées, donc l'index de résistance, la vitesse systolique maximale, et visualiser le pic systolique précoce, on va à la fois le faire pour l'artère rénale en extra-rénale, mais aussi en intra-rénale. Donc, comme je vous disais, l'artère rénale va partir en profondeur en direction du rein, donc c'est pour ça qu'on a un flux bleu. Et je vais vous montrer une autre coupe, pour une simple raison, c'est que si vous avez un patient qui a une aérocolie, votre artère rénale, vous ne la verrez pas sur la coupe axiale. Donc je prends la coupe longitudinale du rein, la même que l'on utilise pour mesurer l'axe du rein. Et je vais mettre la couleur. Alors déjà, je vais mettre une PRF assez basse pour visualiser s'il y a ou non un défect de vascularisation. Là, pour le coup, il n'y en a pas. On peut, bien entendu, augmenter notre fenêtre d'exploration. Vous voyez? Et on visualise s'il y a ou non un défect de vascularisation. On n'en voit pas. Une PRF à 25, c'est très bien pour voir ce qu'on appelle les artères interlobaires. Donc, je vais vous parler d'abord de l'anatomie en intrarénale. Donc, on a l'artère rénale qui va arriver dans le rein, qui va donner les artères segmentaires dans le sinus. Ensuite, ces artères segmentaires vont se diviser en artères interlobaires, qu'on va visualiser entre une pyramide et une colonne de Bertin. Ces artères interlobaires vont ensuite s'arquer. Donc pour cela, pour vous le montrer, je vais encore baisser ma PRF. Et on va bien visualiser la distalité artérielle. Hop. Les aléas du direct. C'est parti. Alors, donc vous voyez, notre artère interlobaire, elle s'arque. Et on va avoir les artères arquées de ce fait-là. Et ensuite, dans le cortex, vous allez avoir des petites artérioles qu'on appelle les artères interlobulaires. On a pour habitude de réaliser le Doppler pulsé sur les artères interlobaires.
Et on va le réaliser à 3 endroits différents, au pôle supérieur, au tiers moyen et au pôle inférieur. Donc une PRF adaptée, 20 c'est très bien. Cette fois-ci, l'apnée va être très importante. On va dire à la personne de ne plus respirer, ne respire plus. Respirez. Alors, si votre flux ne vous convient pas, ça peut arriver, ce n'est pas grave, vous recommencez, c'est pas dramatique, on va refaire. Le Doppler des artères rénales, ça prend tout de même un certain temps. Ne respire pas. Hop là. Donc voilà, on frise. Bien entendu, là vous avez l'index de résistance qu'on a vu tout à l'heure, qui va être du haut de la systole au bas de la diastole. Index de résistance qui est normal. On va regarder le temps de montée systolique comme tout à l'heure. Voilà, donc on va répéter exactement la même chose qu'on a fait pour l'artère rénale proximale. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va essayer de voir une artère rénale sur un pôle. Là, je vais prendre le pôle inférieur, pour vous montrer que l'artère rénale, à cet endroit-là, elle est plus horizontalisée, et ça va nous gêner parce qu'on va devoir mettre une correction d'angle qui est trop importante. De ce fait, je vais becquer la sonde. Vous voyez, je becque ma sonde, je déplace légèrement, et on va verticaliser comme ceci mon artère interlobaire. Je vais me mettre en relation, ne respire plus. Respire. Alors, je vous montre tout de même, hein. Là, ici, vous voyez, on a beaucoup de bruit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé le gain du Doppler pulsé, pour en avoir moins. Voilà. Donc ici, pareil, on regarde la vitesse maximale, l'index de résistance. Je vous montre l'index de résistance. Donc entre le haut de la systole, le bas, et vous voyez un index de résistance qui est normal. Donc ceci, on va le répéter également à l'autre pôle. Et ensuite, on va partir sur nos artères rénales extra-rénales pour vous montrer qu'on peut réaliser avec cette coupe notre artère rénale jusqu'à sa proximité. Donc j'augmente ma PRF, parce qu'une PRF trop petite, on va avoir beaucoup d'artefacts. Et je vais augmenter ma profondeur, bien entendu. Et vous voyez, notre artère rénale, on la voit arriver jusqu'à sa proximité. Donc, je vais réaliser un Doppler pulsé dessus. Ne respire plus. Ah, je n'ai plus rien. Respire, voilà. Ça ne sert à rien de faire 10 cycles, parce que là, on a un patient qui a vingtaine. Imaginez un patient qui a 80 ans, il ne va pas pouvoir tenir une apnée trop importante. Donc, de ce fait, encore une fois, on regarde la vitesse systolique maximale, on va regarder le temps de montée systolique et l'index de résistance, et bien entendu, si on voit le pic systolique précoce. Alors, comme je vous disais, il n'est pas forcément facile de le voir, mais ça fait une petite encoche, et là, je la vois ici, cette encoche. Donc, voilà. Index de résistance, je vous remontre. Tac, tac. Oh, pardon. Ça, c'est... On va le répéter, c'est pas grave. Hop, jusqu'ici. Nickel. On va faire notre temps de montée systolique. Donc, bas de la systole jusqu'au pic systolique précoce. 44 millisecondes. Donc là, on est très bien. Donc cette fois-ci, on a visualisé notre artère rénale jusqu'à sa proximité. Pensez à cette coupe, hein, c'est vraiment très intéressant pour les patients âgés, les patients qui ont une aérocolie. Vous voyez, imaginez que vous ayez ce gaz qu'on voit ici juste devant notre artère rénale lorsqu'on est sur une coupe axiale. Vous ne pourrez pas visualiser le départ de vos artères rénales. Donc pensez à cette coupe. Je vous dis merci. Je voulais également remercier l'AFPPE et General Electric qui nous permettent de faire ces webinaires. Également, professeur Frédéric Ricolfi qui m'accorde toute sa confiance. Et moi, je tiens également à remercier mes radiologues avec qui je bosse quotidiennement qui me font progresser. Merci. Merci. À bien.
Merci en tout cas messieurs pour ce topo encore une fois vraiment de qualité et ce nouveau format qui est vraiment intéressant pour une exploration complète en tout cas de l'appareil urinaire. Donc on va pouvoir passer aux questions, elles sont assez nombreuses et elles sont à la fois sur l'écho-anatomie et à la fois sur la partie Doppler, donc je vous laisserai répondre comme vous l'entendez. On peut peut-être commencer par l'écho-anatomie et la première question en l'occurrence c'est comment mesure-t-on la dilatation pyélocalicienne? Donc la dilatation, il faut toujours se mettre dans le petit axe du rein. Donc tout à l'heure, je vous avais vu sur le topo, j'ai fait les différentes coupes. Donc la coupe du grand axe, on tourne la sonde à 90, on prend la coupe du petit axe et on va mesurer son pied long. Donc le pied long, en gros, il doit être aux alentours, enfin inférieur à 10 mm. Au-dessus, soit on parle d'ectasie, soit on parle de dilatation, tout dépend. Tout dépend, voilà. En gros, on doit prendre le petit axe. Le petit axe, c'est assez simple et assez rapide. Alors, une autre question aussi, c'est sur le résidu postmictionnel. Est-ce que tu le mesures systématiquement? Pas systématiquement. Alors, tout dépend de l'indication. Il y a plusieurs indications quand on fait les échos rénales. Donc, il y a des recherches de calcul, il y a dysurie, enfin, il y a plusieurs types d'indications. Moi, quand vraiment il y a des troubles de miction, donc des troubles du bas appareil, généralement, je le recherche systématiquement. Et du coup, quand je regarde la prostate, après, ben, voilà. Donc là, effectivement, je fais systématiquement le résidu postmictionnel. D'accord. Et tu parles de la prostate, pareil au niveau du pelvis, est-ce que tu examines systématiquement l'utérus ou la prostate? Ouais, moi dès que j'arrive dans le pelvis, donc je fais mon analyse de la vessie comme je l'ai fait. Donc si c'est une femme, effectivement, je fais la biométrie de l'utérus avec l'utérus et ovaire. Et quand c'est les hommes, effectivement, je regarde la prostate. Et je me mets également en coupe sagittale, là j'en ai pas parlé parce qu'il n'y en avait pas. Mais je regarde s'il y a une protrusion du lobe médian et je mesure la protrusion intraprostatique du lobe médian. Donc ça c'est important de voir parce que c'est ce qui peut provoquer des dysuries chez certains patients. Ouais, tu réponds un peu finalement à une question qui arrive aussi par la suite, c'est parfois le lobe médian de la prostate est très développé, faut-il le prendre en compte pour le calcul justement du volume prostatique parce qu'il est juste central, donc c'est une des questions en tout cas. Si le lobe médian est assez volumineux, on prend vraiment toute la prostate. Donc quand on fait un volume, on prend vraiment la prostate dans sa totalité. Ok. Et si on reste un peu sur l'écho-anatomie, alors on va remonter un tout petit peu parce que là on va évoquer un peu l'étage rénal. On a une question sur pourquoi on ne fait pas une coupe axiale finalement du rein. 3. Pourquoi on ne fait pas une coupe axiale? Ouais. T'en as peut-être pas parlé, peut-être dans le topo, mais je sais pas ce que tu sais. Non, ben moi quand je regarde, enfin quand je fais une analyse de mes reins, je regarde toujours la coupe du grand axe, donc déjà pour savoir la longueur du rein. Et après, je fais mon anatomie, je regarde s'il y a des kystes, je fais l'analyse complète. Et moi, je ne mesure pas systématiquement. Toi, Jean-Mi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne mesure pas systématiquement le petit axe. Ça dépend. Ça m'arrive en pédiatrie, surtout. Mais sinon, non, pas chez les adultes. Pas systématiquement, oui. Non. Ouais. Après, tu le mesures peut-être pas, mais tu passes dessus et tu fais une. Voilà, c'est ça aussi, je pense. Là, parce que la question a été. Déjà, pour voir bien le bassinet, voilà. Il faut voir ce petit axe. Parce que des fois, alors effectivement aussi, il se peut sur certains patients, tout dépend s'il y a des gaz et tout ça, mais des fois on peut confondre aussi artère, veine et pied long. Donc pas hésiter si on a un doute de mettre le Doppler, comme ça déjà ça retient toute confusion. Et généralement, à force, vous verrez qu'à force de faire des échographies, vous allez avoir l'habitude et vous allez pouvoir rien qu'à l'œil reconnaître si c'est une artère, une veine ou le pied long. Donc après, systématiquement, on se met dans le petit texte si jamais on voit une dilatation et on la mesure. D'accord. Donc on fait la coupe de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Enfin, moi, effectivement, je la regarde toujours. Je ne mesure pas mon petit axe, mais je tourne toujours ma sonde à 90. Et le Doppler, donc du coup, c'est une autre question. Est-ce que tu le mets sur une coupe longitudinale ou est-ce que tu le mets sur une coupe transverse? Le Doppler, moi, je mets plutôt sur la coupe du grand axe. Comme ça, en même temps, je ne sais pas si j'en parle ou si Jean-Mi en parle, je me souviens plus trop, mais je mets le Doppler et comme ça, en même temps, je cherche, si j'en ai parlé, je cherche s'il y a des petits artefacts de scintillement pour les calculs. Donc, moi, je me mets plutôt dans le grand axe du rein. Ça avait été abordé de toute façon. Après rien n'empêche de mettre dans les deux cas de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, du coup, ça nous permet d'enchaîner un peu sur la partie Doppler. Et je vais essayer de te les mettre un peu dans l'ordre, Jean-Michel, pour que ça soit un peu plus correct. À partir de quelle vitesse de flux on peut suspecter en fait une sténose serrée de l'artère rénale?
Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une sténose serrée qui laisse passer correctement tout de même le flux et on va avoir du coup une vitesse au-delà de 1,50 m par seconde. Ou par contre, s'il y a vraiment un flux très réduit, on va avoir une démodulation et là, on va avoir vraiment ce qu'on appelle le tardus parvus. Et là, on verra quasiment plus la systole en fait. Donc, c'est soit un flux très réduit ou au contraire augmenter plus d'1,50 m par seconde. D'accord. Et sur une vitesse systolique que tu peux considérer normale, est-ce que tu peux être sûr qu'il n'y ait pas de sténose par contre? Non, parce qu'en fait, les sténoses déjà inférieures à 50%, il n'y a pas forcément de signe direct, il n'y a pas forcément de retentissement sur la vitesse de flux. En fait. D'accord. Ok. Donc la réponse est non, c'est bien clair. Quels sont les signes échographiques d'une sténose non serrée des artères rénales? Alors, dans la sténose non serrée, donc inférieure à 50%, ce qu'il faut regarder, c'est la différence d'index de résistance en bilatéral. Parce que si vous avez une différence d'index de résistance, ça peut vous mener à penser à la sténose. Une sténose non serrée, bien entendu. Et puis, après, au-dessus de 50%, entre 50 et 75%, vous allez avoir une augmentation de la vitesse systolique et une turbulence en post-sténotique. Donc, vous allez avoir vraiment un reflux et vous verrez cette turbulence. Ok, ça marche. Et au niveau des réglages, parce que là, il y a une question également là-dessus, est-ce que tu t'attardes à mettre des corrections d'angle, en tout cas sur chacun de tes Doppler lors de cet examen? Alors, les corrections d'angle, je les réalise systématiquement parce que si vous ne faites pas la correction d'angle, vous allez fausser la vitesse systolique maximale. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas d'avoir un bon index de résistance parce que vous allez avoir à la fois la systole et la diastole qui vont être faussées et le rapport entre la systole et la diastole sera correct, mais vous n'aurez pas la bonne vitesse systolique maximale. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo, du moins dans la pratique, c'est que déjà, j'essaie de becquer la sonde de façon à orienter mon vaisseau en rapport avec le tiers Doppler, et après, je fais une correction d'angle qui doit rester minime. Voilà. Oui, bien sûr. De toute façon, qui doit être inférieur à 60%, logiquement. Oui, mais même, j'utilise jamais au-delà de 20%. D'accord. Ouais, donc tu joues énormément finalement sur ta sonde pour être becqué et être dans l'axe des vaisseaux et utiliser au minimum la correction. Exactement. Ouais. Ouais. Et le remplissage couleur sera aussi meilleur de toute façon si tu fais ça. Bien sûr, bien sûr. J'ai une question aussi sur le Doppler. Donc il dit que Monsieur Lebé, vous mesurez bien la vitesse de l'ostium, le tronc, le huile rénale et un Doppler de la veine rénale pour la perméabilité. Bien sûr, oui. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas fait les veines rénales, mais dans tous les cas, j'utilise vraiment le Doppler artériel sur l'ostium, le tronculaire, la partie distale, en intrarénal, donc segmentaire et interlobaire. Après, des fois, on n'arrive pas à tout voir pour une simple raison, c'est que l'aérocolie va masquer une partie de l'artère, et ça, c'est difficile. Et maintenant, je voulais tout de même dire une chose, c'est qu'avec ces nouveaux échographes, avec la coupe longitudinale du rein, on peut arriver quasiment jusqu'à l'ostium, même voir l'ostium sur les gens qui sont assez fins. Donc, c'est quand même pas mal. Et bien sûr, on vérifie tout de même s'il n'y a pas une anomalie veineuse. Hein. Voilà. Et ton patient vient à jeun, du coup, pour l'examen? Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui respecte les précautions. Et deuxième chose, c'est que moi, je fais vraiment du Doppler artériel sur beaucoup de patients. Et donc, j'ai pris l'habitude de ne pas forcément demander une préparation spécifique, même si elle est intéressante. Par exemple, un patient qui vient avec une insuffisance rénale aiguë, je fais l'étude morphologique, je regarde s'il n'y a pas de lithiase, je vérifie s'il y a une dilatation piélo-calicielle. Après, je passe en mode couleur et je regarde si j'ai comment je pourrais dire, un défect de vascularisation quelque part. Et ensuite, je vais passer en mode Doppler. Il m'est arrivé une fois de voir une sténose serrée d'une artère rénale chez un patient qui venait pour une insuffisance rénale aiguë. Le patient a été dilaté derrière, il a gardé son rein. Donc voilà. Donc, on n'est pas... on ne fait pas que de l'acquisition d'images, il y a du diagnostic derrière et c'est important, c'est opérateur dépendant. Il faut que l'opérateur connaisse
le réglage de son appareil et qu'il aille vraiment au bout de l'examen. Je comprends, c'est parfaitement dit. Et justement, tu parlais de l'insuffisance rénale. Et, on a une question aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre l'augmentation des indices de résistance et l'insuffisance rénale? Alors, si elle est vasculaire, oui. Si, par exemple, il y a un patient qui est diabétique, qui fait une insuffisance rénale chronique, vous allez avoir une néphroangiosclérose et vous pouvez avoir une augmentation des index de résistance des artères interlobaires, par exemple. Hein. Donc, oui, bien sûr, oui. Donc, il y a un lien entre... Bah, écoutez, je pense qu'on avait prévu une session assez courte hein, ce soir, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer les questions. Si jamais elles arrivent par la suite sur la chatbox, n'hésitez pas, on répondra à l'écrit. En tout cas, je vous remercie vraiment tous les deux encore une fois pour ce webinaire et je vais vous laisser la main en tout cas pour le final de ce webinaire. Ouais, ben merci à toi Sabrina, encore merci General Electric pour la participation et puis pour tout le travail que vous faites avec les manipulateurs et puis pour effectivement diffuser après sur les réseaux. On remercie également avec Jean-Mi la commission ultrason de la FPPE. Et prochainement, donc, il y aura une vidéo avec Damien Carillo et Laure Blin qui sera diffusée prochainement. On n'a pas encore la date fixée, mais ça sera sûrement courant juin. Donc voilà. Donc en tout cas, merci. On vous remercie d'avoir été présent et puis bonne soirée. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.